Comme chaque semaine, je suis là pour vous présenter toutes les sorties manga au Québec. Je recommence. Salut tout le monde, je pense que ça marchait pas. Salut tout le monde, c'est donc Amé de Otaku et je suis là pour vous présenter toutes les sorties manga au Québec comme chaque semaine. J'ai un petit setting un peu spécial derrière moi, je suis dans l'Otakuvan, vous savez pourquoi? Je suis à Chicoutimi présentement pour ouvrir notre nouvel espace manga en partenariat avec le Royaume des Titans, qui est une boutique spécialisée dans le Warhammer et les jeux de société. Alors, on a présentement préparé tout l'espace manga, il est super beau, vous irez voir les photos. Puis on fait notre lancement officiel samedi. Alors s'il y a des gens du Saguenay qui nous regardent ce soir, n'hésitez pas à venir nous voir samedi, il y a un concours pour gagner 5 mangas gratuits. Je suis donc dans l'Otakuvan, alors j'espère que la réception sera suffisamment bonne parce qu'à chaque fois que je fais les lives dans l'Otakuvan, vous pouvez être sûr qu'il y a toujours un problème de connexion. Fait qu'on on va croiser les doigts pour ce soir. Allô Stan, bienvenue. Alors, au programme ce soir, j'ai un manga d'horreur très horrifique. J'ai l'adaptation de Dracula de Bram Stoker en manga qu'on attendait beaucoup. J'ai un post-apocalyptique que j'ai capoté dessus. J'ai de la stratégie de guerre, un super beau livre de voyage et les aventures de Kirby en manga. Allô Romy, bienvenue. Alors on va commencer tout de suite avec notre premier titre de la soirée qui est notre manga d'horreur, c'est Shinotori. Alors, on va essayer de faire ça sans reflet, voilà, sans reflet, mieux. Shinotori, donc déjà rien que le cover fait déjà peur. Alors on suit dans Shinotori un criminel qui est transféré en avion dans une prison de haute sécurité. Et ce qui va se passer, c'est que une nuée d'oiseaux s'abat sur l'avion en plein vol. Et commence à comme complètement perdre l'esprit jusqu'à s'infiltrer dans le moteur, briser le pare-brise et s'infiltrer surtout dans l'avion et tuer absolument tout ce qui bouge, notamment les pilotes. Alors l'avion se retrouve en plein crash. Et notre héros va survivre, va être un des uniques survivants grâce à cette petite fille. C'est une petite fille qui l'a aidé dans l'avion, elle avait fait tomber son ours, puis là, elle lui avait fait penser à sa petite sœur. Alors on va apprendre qu'il y a quelque chose qui s'est passé avec sa petite sœur, mais on ne sait pas exactement quoi. Bref, il avait sympathisé avec cette petite fille, et il va se trouver que cette petite fille n'est pas une petite fille ordinaire, elle a des ailes d'oiseau et elle est moitié oiseau en fait, et au moment où l'avion se crache, elle va l'attraper dans ses griffes puis le sauver. Grâce à ça, ils vont être les deux seuls survivants du crash d'avion. Alors voilà un petit peu les dégâts que vont faire les magnifiques oiseaux qui rentrent dans l'avion. Vous avez vu, c'est quand même assez trash. Après avoir survécu, on va un peu se retrouver dans les oiseaux d'Hitchcock. Les oiseaux sont devenus complètement fous et attaquent les humains. Ils ont muté, il y a des espèces de créatures gigantesques, ultra violentes, qui n'en ont que après les humains. On ne sait pas trop pourquoi, on ne sait pas trop comment. Je suppose que les explications vont venir après. Et là, on va se retrouver en pleine course contre la montre, à essayer de se sauver, à essayer de survivre. Nos deux réfugiés vont ils vont rejoindre un camp de réfugiés qui se sont fait eux aussi attaquer par les oiseaux. Et on va se rendre compte que il y a un médecin au sein de ce camp de réfugiés, et le médecin explique que ces oiseaux ont muté et peuvent propager la maladie en mordant les humains. Donc les humains se transforment en espèces, c'est pas des zombies, mais c'est comme des espèces de mi-oiseaux qui attaquent tout ce qui bouge. Alors on se retrouve face à une pandémie mondiale, c'est de circonstances, et ça bouge. Je dirais, ça bouge. Des fois, le scénario est peut-être un petit peu brouillon de temps en temps, dans le sens où c'est peut-être difficile de suivre l'action, mais ça se replace, puis on finit par comprendre ce qui se passe. Mais c'est vrai que des fois, j'ai dû revenir en arrière de quelques pages pour me dire ok, qu'est-ce qui s'est passé là? J'ai pas tout à fait compris. Puis finalement, j'arrivais à la deuxième lecture de ces pages-là à comprendre ce qui se passait. Comme je le disais, c'est quand même une ambiance très très lourde. Hein. L'ambiance horrifique est vraiment bien rendue. C'est plutôt bien dessiné. Et si vous aimez les mangas d'horreur bourrés d'action, vous allez probablement aimer ça. Une dernière petite image pour la route, et ça s'appelle, alors à la fin j'ai trouvé ça cool, l'auteur nous présente tous les monstres en fait, la transformation des oiseaux. Alors il y a les corbeaux et les pie grièches ici,
Oups, je vais essayer de faire ça droit, voilà. Donc, que deviennent les oiseaux une fois qu'ils ont muté? Et vous avez aussi celui qui fait vraiment peur là, à la fin. Voilà, celui-ci, là, alors, ça s'appelle la vieille oiselle. Celui-ci, il est comme particulièrement dégueulasse. Donc, c'est Shinotori, notre manga d'horreur du jour. Alors, j'ai Luc Alexandre qui me demande à quand le prochain Konosuba. Je suppose que tu attends le tome 4. Alors je vais aller vérifier ça tout de suite, voir si j'ai une date de sortie annoncée au Québec. C'est pas sûr que ce soit encore annoncé, il me semble pas l'avoir vu passer. Mais je vérifie ça tout de suite pour toi, puis je te reviens avec ça. Ça sera pas long. Il faut que je le tape. Puis alors je suis pas sur mon ordinateur. Fait que là, c'est comme... C'est comme si j'étais perdue. Vous savez quand vous changez de clavier et puis que vous savez plus où vous en êtes et vous avez juste l'air stupide, ben c'est ça que j'ai l'air. Alors le tome 4 de ce que je vois serait prévu pour le courant la fin du mois de mars au Québec, Luc Alexandre. Alors, on continue avec notre deuxième titre, qui était effectivement très attendu, c'est l'adaptation du Dracula de Bram Stoker en manga. Donc, Bram Stoker étant l'auteur du légendaire roman Dracula. C'est un petit one-shot, c'est dans la collection Les classiques en manga de Nobinobi. Vous savez que c'est un éditeur qui reprend tous les classiques de la littérature pour les adapter en manga. Et encore une fois, l'adaptation de Dracula, c'est du très beau travail. Pour être une grande fan de ce roman, je le connais très bien. C'est un roman qui est difficile à suivre, c'est un roman épistolaire, donc composé uniquement de lettres entre les différents personnages ou de journaux de bord que tiennent les différents personnages. Donc, cet aspect épistolaire est super bien rendu. Donc, ça donne aussi un manga avec beaucoup de textes et beaucoup de textes écrits comme en narration plutôt que beaucoup de bulles. Il y a assez peu de dialogue entre les personnages, mais en même temps, c'est ça qui reflète le mieux le roman. Donc, j'ai trouvé ça très très bien fait. On a tendance un petit peu de temps en temps à avoir des plans un petit peu, je sais pas si vous connaissez le Dracula de Coppola, le film avec Gary Oldman. Enfin, on a ce genre de plans qui ressemblent un peu plus au film que, en tout cas, sont inspirés du film plus que du roman. Fait que c'est une espèce de mélange entre les deux. Mais bon, le film était tellement, fidèle au roman que ça passe très bien. Les personnages sont bien rendus, comme je vous disais, c'est vraiment bien dessiné. Vous voyez encore ici sur cette page beaucoup plus de texte narratif que de bulles. Et si vous voulez découvrir le roman, mais sans vous taper toute la lecture de version Bram Stoker, ben, vous pouvez lire l'adaptation parce qu'elle est absolument très bien faite. Encore une fois, du très beau travail de la part de Nobinobi. Donc c'était Dracula. Allô Sylvain, bienvenue. Je continue avec d'autres classiques. En fait, c'est mon autre collection de chez Nobinobi, qui est également vraiment très adaptée à un public jeunesse. C'est notre nouvelle collection où on retrace la vie de personnages historiques en manga. Donc aujourd'hui, on a Mozart qui est sorti, puis on a Marie-Antoinette. Alors je sais que Marie-Antoinette était très attendue par certains d'entre vous. C'est à la hauteur des attentes, hein, très franchement. Tout ce que fait cet éditeur de toute façon est de très bonne qualité. Alors Marie-Antoinette, on la suit depuis son enfance en Autriche. Le moment où, à 9 ans, si je me rappelle bien, elle apprend qu'elle va devoir tout quitter pour être mariée au dauphin de France, dans un pays qu'elle ne connaît pas, avec une langue qu'elle ne parle pas, des coutumes dont elle n'a pas l'habitude. Fait que la pauvre petite fillette est comme transférée dans ce pays. On voit un petit peu son évolution en tant que reine, que souveraine du royaume de France, puis ensuite la déchéance, le moment où le peuple va commencer à la haïr parce qu'elle coule littéralement toutes les finances du pays en s'achetant des robes et des colliers à des millions et des millions de livres. Si je me rappelle bien, je crois que c'était la livre, la monnaie de l'époque. Donc, comme vous voyez, c'est bien dessiné, mais de façon très simpliste, on va dire. C'est censé vraiment être accessible à un public jeunesse aussi. Et puis on la suit donc jusqu'à son exécution, et on la suit sur la guillotine. Alors bien sûr comme c'est adapté aux enfants, on la voit pas se faire guillotiner la tête, il n'y a pas de sang, quoi que ce soit, c'est vraiment très très prude. On s'attache vraiment à ce personnage malgré toutes les controverses. Ensuite, dans cette collection, il y a toujours un côté
à la fin en savoir plus avec des parties explicatives, historiques sur la vie réelle du personnage dont on vient de parler. Fait que c'est vraiment très complet et j'ai bien aimé ça. J'avais déjà lu pas mal de trucs sur Marie-Antoinette, donc si vous connaissez déjà un peu sa vie, c'est vraiment en survol, donc vous apprendrez pas forcément beaucoup de choses, mais si vous voulez un survol global du début à la fin, bah, c'est très cool. Et puis même chose pour, hop, il est l'envers, pour Mozart. Mozart, où on va suivre son enfance à Salzbourg, en Autriche, la façon dont son père l'a poussé pour devenir un musicien hors pair, le génie qui commençait à pointer son nez dès le début. Alors il y a quelques pages en couleur au début, comme vous pouvez le voir ici, je vais vous en montrer d'autres. Voilà, hop. Donc on suit son enfance, son ascension, comment il est devenu un musicien hyper connu, puis qu'est-ce que son génie a apporté au monde de la musique, jusqu'à un petit peu la fin de sa vie, puis, qui s'est terminée assez tôt hein, finalement, et la déchéance de l'homme, si je puis dire, puis bien sûr toutes les œuvres qu'il a laissées. Encore une fois, à la fin, on retrouve notre petit cahier En savoir plus avec toutes les explications historiques sur le personnage, les dates clés, etc., etc. Donc c'était Mozart aux éditions Nobinobi. Donc la collection s'appelle Les grands noms de l'histoire du manga et c'est vraiment très très bien fait. Stanley, moi aussi je suis contente de faire ta connaissance même si je te vois pas, mais ça me fait plaisir que tu suives les lives en tout cas. Fait que bienvenue dans la famille Otaku. Alors, j'en arrive à une de mes meilleures lectures de la semaine, c'était A Journey Beyond Heaven. Alors, c'est du post-apocalyptique. Moi, j'adore le post-apo. D'ailleurs, je vous ai prévu un petit live spécial là-dessus pour bientôt parce que c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Puis, A Journey Beyond Heaven ne déroge pas à la règle, c'est excellent. Donc ça peut faire penser un petit peu dans le style à Dragonhead mais en moins violent. Ça pourrait faire penser à Eden également, le classique de science-fiction post-apocalyptique. Ça peut faire penser aussi à Girls Last Tour que je vous ai présenté il y a quelques temps, dans ce côté un petit peu décalé avec un dessin un peu naïf. Voilà un petit peu à quoi ressemblent les graphismes. Donc dans A Journey Beyond Heaven, on commence à suivre une communauté qui a recueilli des enfants, qui élève ces enfants, qui les éduque, leur donne l'école, la classe, s'occupe d'eux, etc. Et ils sont derrière, en fait, ils sont enfermés derrière de grands murs. Et ils n'ont absolument pas le droit de sortir et ils ne savent pas ce qu'il y a derrière ces murs. Et bien sûr, tous rêvent de pouvoir sortir un jour. L'une des petites filles est un petit peu voyante, un petit peu prophétique. Et elle va annoncer à son meilleur ami qu'elle a eu une vision, comme quoi un jour il pourra sortir de ces murs, et la personne qui va le sortir de ces murs, c'est une personne qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Puis on s'arrête là finalement pour le chapitre, et au chapitre suivant, on va suivre des personnages à l'extérieur des murs. On va apprendre qu'il y a eu une catastrophe, on ne sait pas exactement de quelle nature, mais le Japon a été détruit, et puis on va suivre deux survivants de la catastrophe qui tentent de survivre dans ce monde complètement dévasté. Et ils ont pour objectif de rejoindre le paradis, qui est un endroit dont on leur a parlé où il y aurait des survivants, mais ils ne savent pas ni où c'est, ni vraiment ce que c'est la nature de ce paradis, donc ils le cherchent, mais sans savoir ce qu'ils cherchent. On va vite faire la relation entre les enfants qu'on a vus au début, puis ces deux personnages-là, de par la ressemblance physique et de par la prophétie de la petite fille. Et tout le mystère va planer autour de la relation entre les personnages, et de la relation entre ces deux mondes que tout oppose et qui pourraient être réunis à un moment donné. Il y a un côté fantastique également, puisque on va retrouver des créatures qui ont muté puis qui attaquent les humains. Puis alors c'est encore des espèces d'oiseaux, et qu'on est vraiment dans la thématique Hitchcock hein, aujourd'hui, les oiseaux qui attaquent les humains. Il y a quand même un côté fantastique aussi à tout ça. On ne sait pas trop où va s'en aller ce côté fantastique. Mais comme vous voyez, le dessin est très naïf. Ça donne un côté, je sais pas, comme très, très enveloppant, un univers vraiment, vraiment intéressant. On va retourner voir les enfants de temps en temps, mais on va principalement suivre le couple qui tente de survivre dans
le monde dévasté. Vraiment, j'ai très hâte de savoir la suite. C'est vraiment une série super intéressante qui pose plein de questions intéressantes sur la société, sur la psychologie humaine, sur éventuellement une pandémie mondiale et son impact. Fait que vraiment un très très beau titre, c'est A Journey Beyond Heaven. Stanley, tu me demandes, est-ce qu'on a Inuyasha? Alors, j'ai deux réponses pour toi. On les a en stock présentement sur le web. Par contre, je pense qu'à la boutique, ils ne les ont pas en stock, mais ils peuvent se les commander. Puis c'est relativement rapide à arriver. Avec aucun problème pour avoir Inuyasha, même si c'est une série relativement vieille maintenant. Oh non, on dit pas vieux, on dit c'est un classique. Donc même si c'est un classique, on peut les avoir facilement. Donc si tu les commandes au lounge, ils vont arriver. Si tu les commandes sur le web, ils vont arriver facilement aussi, sans aucun problème. Je continue avec une série d'heroic fantasy qui s'appelle The Alexi Empire Chronicle. Nous avons les deux premiers volumes qui sont sortis en même temps et on est vraiment dans du heroic fantasy pur avec stratégie militaire, avec donc exploits, guerriers, bravoure, etc. On suit un jeune garçon qui est le prince héritier d'un royaume, mais c'est un bâtard. Donc sa mère n'est pas la reine, mais disons la maîtresse du roi. Et à cause de ça, il est complètement rejeté par la noblesse et par la famille royale. Ce qui va se passer, c'est que sa mère va mourir jeune, il va se retrouver un peu tout seul avec son père qu'il délaisse, et c'est sa tante qui va le recueillir. Et alors sa tante, là, accrochez-vous, parce que c'est une générale qui a fondé une ville, la ville de Alexis. Elle l'a fondée de ses mains, elle est devenue on va dire la chef de cette ville-là, la générale des armées, et alors elle fait... C'est quand même une maîtresse femme, je voudrais dire, avec sa grande balafre en plein milieu du visage, avec son armure, puis son air super sérieux, et elle mène ses troupes militaires d'une main de maître. Et qu'elle va s'occuper de son neveu, l'emmener vivre avec elle dans la ville de Alexis. Et donc cette ville d'adoption va devenir tout ce que notre héros, qui s'appelle Léo, a de plus cher dans son cœur. Jusqu'au jour où la ville et l'empire vont être attaqués par un empire ennemi. Et il va donc falloir descendre et se battre pour l'empire. Donc beaucoup de guerres, beaucoup d'épisodes très très sanglants. Hein. C'est quand même intense puis gore. Alors c'est très très shonen dans la forme. Malgré tout, ça pourrait faire penser un petit peu à Kingdom dans la manière dont c'est fait. Donc un petit shonen quand même pour un public mature, mais il y a quelques scènes à la fin qui font que malheureusement j'ai dû le classer seinen parce qu'il y a des scènes qui sont vraiment pas pour un jeune public, et ça c'est vraiment une scène en particulier. Donc vous retrouverez ce manga dans la catégorie de seinen de fantasy. Donc très cool, bien dessiné. Si vous aimez tout ce qui est récit de guerre et de stratégie militaire, vous allez aimer ça. Alors c'était The Alexi Empire Chronicle et vous avez le volume 1 et le volume 2 qui sont sortis en même temps. Je continue avec deux coffrets. En fait, ce sont des coffrets qui, à eux deux, vont terminer, je vais vous les montrer mieux là, vont terminer la série Ken N. Alors, voilà comment ça s'écrit. Donc c'est Ken N. Et vous avez peut-être déjà vu ce cover. Donc c'est une série shonen vraiment axée sur un public jeunesse. De shonen neketsu, très très fantasy, aventure. Sur l'histoire d'amitié entre un jeune garçon qui a des antécédents de singe et un chien qui a des pouvoirs spécifiques. Donc une petite série donc, qui est terminée en 8 volumes, qui était sortie il y a déjà quelques temps, qui était devenue assez introuvable en fait, avec un design, malheureusement c'est sous plastique, fait que je pourrais pas vous le montrer aujourd'hui, mais comme vous voyez avec le dessin de la couverture, c'est quand même un super beau design. C'est une série qui a été très en demande ces derniers temps, puis qu'on n'était plus capable de trouver. Donc si jamais il y a des gens qui n'ont pas pu y avoir accès, sachez qu'avec ces deux coffrets qui contiennent en fait chacun, là vous avez le tome 1, 2, 3, 4, puis là vous avez le tome 5, 6, 7, 8, vous complétez la série au grand complet, et voilà, ça fait beau dans la bibliothèque. Voilà. Donc c'est la série Ken N qui s'appelle, alors attends, le sous-titre c'est Comme chien et singe.
Et je continue avec les aventures de Kirby dans les étoiles. Alors là, j'ai plein de volumes à vous présenter. En fait, j'ai le tome 1, le tome 2 et le tome 3. Tout simplement parce que nos chers éditeurs nous ont sorti le volume 3, puis le volume 2, puis le volume 1. Fait que j'attendais avant de vous le présenter d'avoir le volume 1 puis d'être capable de le lire. Donc voici le volume 1 à quoi il ressemble. Alors c'est vraiment fait dans le même style que l'adaptation manga de Super Mario. Très très enfantin, très épisodique, gag, humoristique, avec un dessin assez enfantin également. Donc si vous-même aimez ce genre-là, ou si vous avez des enfants ou des enfants dans votre entourage qui aiment les adaptations manga de jeux vidéo, bah, ils vont probablement aimer Kirby. Alors c'est très, comme je disais, c'est très épisodique, pas vraiment d'histoire qui se suit. Donc ça permet aussi au plus jeune public de ne pas avoir besoin de suivre une histoire au grand complet dans une série. Puis c'est très innocent et puis très mignon. J'ai pas grand chose à dire de plus, mais si vous aimez le personnage, vous allez probablement aimer l'adaptation de la série. Vous avez les 3 premiers volumes qui sont sortis. Et je continue avec une autre sortie jeunesse. J'ai beaucoup de sorties plus jeunesse aujourd'hui. Alors, ça s'appelle Entre ciel et terre. Puis c'est par le même auteur qui avait fait La Ballade de Yaya, qui est donc un auteur chinois, donc de manhwa, qui dessine de temps en temps en couleur. Celui-ci est en noir et blanc pour le coup. C'est super beau. Ça va être une série terminée en 3 volumes. Puis j'ai les 2 premiers volumes qui sont sortis en même temps déjà. Comme vous voyez, c'est quand même un grand format. Si je le compare à Kirby, ici, vous allez vous rendre compte que c'est beaucoup plus grand. Mais c'est pas tout à fait format BD. Là, c'est un petit peu entre les deux, si vous voulez. Entre ciel et terre, ça se passe probablement en Chine, mais ce sera jamais vraiment dit où. Dans un petit village très rural. C'est la campagne. Puis on suit une jeune fille qui est rejetée par tout le monde parce que, soi-disant, elle porte malheur. Et justement, sa mère est décédée de maladie probablement. Et tout le monde accuse cette petite fille d'être la cause du décès de sa mère. Le seul qui l'aide est un garçon un petit peu plus âgé qui a pitié d'elle, puis qui ne comprend pas pourquoi tout le monde la rejette et qui va donc s'attacher à elle, puis tout simplement l'aider quand elle en a besoin. La petite vit avec sa grand-mère, elle s'appelle 8. Donc la petite 8 vit avec sa grand-mère, puis un jour, un petit peu tannée de tout ça, elle va décider de fuguer, de prendre la route et de vivre par elle-même. Alors elle va un peu être livrée à elle-même dans cette jungle remplie d'adultes. Et en parallèle, on va suivre le jeune garçon qui avait décidé de l'aider, puis d'être gentil avec elle, qui lui va atteindre l'âge de partir et de gagner sa vie par lui-même, qui va s'installer dans un petit village qui a l'air bien sympathique, mais qui a beaucoup de secrets à cacher, où il va faire la rencontre d'une jeune fille qui a l'air d'avoir certains pouvoirs, qui ferait penser un petit peu qu'elle a l'air d'être aussi née d'une plante ou d'un animal. Ça fait un petit peu penser au conte de la princesse Kaguya, qui est, vous savez, la princesse qui est née dans une pousse de bambou. Ça fait vraiment penser à ce genre de choses-là. Fait qu'on va suivre ces 2 personnages un petit peu en parallèle, sans savoir exactement où est-ce que leurs destins vont s'entrecroiser au final. C'est très beau, c'est très poétique, super bien dessiné, c'est un auteur qui maîtrise totalement ce qu'il fait. Donc ça s'appelle Entre ciel et terre, et vous avez les 2 premiers volumes sur 3 qui sont sortis. Et pour terminer, je terminerai avec un super beau livre de voyage. Alors ça s'appelle Rêve de Japon, et c'est un livre trilingue français, anglais, japonais, ce qui est quand même assez cool. Il y a quelques temps, il y avait un super beau livre sur la mythologie japonaise, notamment les yokai, qui était sorti, qui s'appelait Onibi. Je ne sais pas si vous avez vu ce manga-là, mais quand il était sorti, ça avait eu un succès phénoménal auprès de nos clients. Et en fait, Rêve de Japon, c'est par les 2 auteurs qui ont fait Onibi. C'est vraiment les mêmes auteurs. Alors, c'est un gars puis une fille français. Je ne sais pas si c'est un couple ou pas, ils le disent jamais, mais je suppose que oui. Qui sont passionnés du Japon, qui ont vécu pendant très longtemps, qui sont allés plusieurs fois, et qui en fait sont des artistes pluridisciplinaires, et ils font beaucoup de réalisations pour
toutes les productions françaises dans le monde du manga. Alors, ils ont créé un atelier fictif, j'adore le concept. C'est un atelier fictif qui est leur atelier de rêve et qui est basé dans un sento. Vous savez, les sento, c'est ces bains publics japonais qui ressemblent un petit peu à onsen, mais plus populaires. Fait qu'eux, ils ont imaginé leur atelier de leur rêve dans un sento, ce que je trouve quand même très très cool. Alors, comme vous voyez, le livre est vraiment trilingue, comme je vous le disais, français, anglais, japonais en toutes circonstances, même quand il y a juste une petite légende ou un tout petit morceau de texte. Et puis bon, en fait, ça c'est un recueil qui présente toutes leurs œuvres passées et en fait, leurs souvenirs de voyage. Ils ont un peu rouvert les vieux tiroirs et ils nous présentent ce qu'ils font. Alors, il y a par exemple cette planche ici qui s'appelle le monde flottant. En fait non, qui s'appelle le poisson nuage, qui est quand même très très cool. Il y a beaucoup d'imaginaire là-dedans. Et puis alors à côté ils expliquent toujours d'où est-ce que ça vient, pourquoi ils l'ont fait, où est-ce qu'ils étaient au Japon. Puis tous les chapitres sont séparés par des photos comme ça de leurs œuvres avec leur plan de travail en fait, avec leurs crayons et tout ça. C'est des super belles photos, des super belles images. Ils ont fait notamment le cover d'un artbook de Miyazaki qui est super beau. Je vais essayer de vous le retrouver parce que l'affiche est comme... Voilà, l'affiche est malade. Où on voit un petit peu Miyazaki au milieu de la nature, en fait, qui fait vraiment partie intégrante de la nature. Puis on sait que la nature, c'est un thème qui est vraiment cher à Miyazaki. Fait que ça, c'est le cover d'un artbook qui va bientôt sortir aux éditions Omake. Et c'est eux qui ont réalisé le cover. On va avoir aussi plein de... Alors vous avez la réalisation de la couverture de Onibi, l'œuvre précédente dont je vous parlais juste avant. Donc il vous explique un petit peu comment ils en sont arrivés à ce cover-là, quels sont les essais qu'ils ont fait. Ils montrent un petit peu, voilà, toutes les tests qu'ils ont fait pour savoir quel cover ils allaient choisir pour Onibi. Puis ensuite, beaucoup de récits de voyage. Alors voilà, par exemple, ça qui a été pris tout simplement croqué au moment lors d'un voyage au Japon pendant juste un instant. J'adore ça, ça fait vraiment voyager. Il y a beaucoup d'imaginaire, puis il y a beaucoup de réalisme aussi. Alors il y a toute une partie sur les yokai. Vous avez notamment le kappa, puis le tanuki dans leur version à eux ici. Et qu'est-ce qu'on a d'autre là-dedans? Je vais essayer de vous montrer encore quelques images vraiment sympas. Vous avez des paysages japonais ou des jardins japonais qu'ils ont visités, puis ils sont juste assis là pour dessiner ou peindre ce qu'ils voyaient. Moi, je suis très admirative des gens qui sont capables de faire ça parce que je suis une artiste absolument déplorable. En fait, je suis pas une artiste du tout. Je suis plus une lectrice qu'une artiste. Des paysages de ville également. Voilà, au watercolor principalement. Pas que, mais beaucoup. Et puis quelques bandes dessinées aussi dont ils ont participé à la production. Donc voilà, un super beau livre qui fait vraiment voyager et ça s'appelle Rêve de Japon et c'est aux éditions Omake. Et c'est donc ce qui conclut mes nouveautés de ce soir. J'espère que vous avez apprécié ça. Encore bienvenue à tous ceux qui nous avaient rejoints aujourd'hui, puis pour qui c'était la première fois. J'espère que vous suivrez nos lives. Je vous présente les nouveautés en fait tous les jeudis soirs, fait que c'est toujours un rendez-vous. Le prochain live, ça va être demain soir avec Simon, c'est notre live en anglais. Ça va être comment créer une bonne histoire de romance, how to create a good romance story. Fait que ne ratez pas ça, c'est vraiment en hommage à la Saint-Valentin qui vient de passer. Merci beaucoup pour votre attention ce soir et on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye!